Oui, alors merci pour cet intermède, à tous les deux, d'attente. Bonjour madame, donc on va vous laisser la parole. Donc je vous demande d'accueillir madame Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées auprès du Premier ministre. Alors, est-ce que je mets mes lunettes ou est-ce que je ne les mets pas? Non, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver, votre président et beaucoup de personnes que je connais. Excusez mon retard, hein, mais j'ai enchaîné quelques rendez-vous au préalable, mais je sais que vous avez déjà commencé et que vous allez avoir surtout une journée très riche et très dense. Ce colloque est en effet l'aboutissement de 3 années de travail autour du programme de formation des aidants de personnes aphasiques. Ce programme aura certainement permis, avec le soutien de la CNSA, que je salue, 60 sessions de sensibilisation ouvertes à un large public et 85 sessions de formation à destination exclusive des aidants de personnes aphasiques animées par des orthophonistes et des psychologues partout en France métropolitaine et outre-mer. Il a prolongé un premier partenariat qui avait permis la formation, la sensibilisation de 1700 aidants à une nouvelle échelle de près de 7000 personnes formées. C'est un bilan considérable. Un bilan considérable sur un handicap, l'aphasie, qui reste très méconnu du grand public. Les tables rondes de cet après-midi, notamment, seront l'occasion de retours d'expérience d'aidants ayant participé à ce programme et d'une réflexion en forme de bilan afin de mieux imaginer les perspectives. Ce retour d'expérience me semble essentiel pour tirer les enseignements collectifs d'une démarche inclusive exemplaire pour laquelle vous avez bénéficié du soutien de la CNSA et que la stratégie nationale des aidants doit permettre de prolonger. Il va prolonger d'autres outils pédagogiques conçus pendant ce projet, en particulier le très joli documentaire Coquelicot que vous m'avez adressé. Je dois dire que j'ai été particulièrement touchée par la force et la richesse des échanges entre pairs, qui sont notamment captés dans ce documentaire. Je pense notamment à la séquence autour d'un échange suscité par l'évocation de la disparition d'un proche. Il est l'occasion pour les personnes filmées de partager leurs ressentis sur l'avant, l'après-AVC, l'AVC qui a provoqué les liaisons à la source de l'aphasie. C'était avec une grande densité d'émotions que l'échange entre ces personnes ont suscité, et pourtant avec une parole empêchée. Quelle éloquence, malgré l'amoindrissement du langage. C'est un témoignage magnifique et qui nous fait du bien. Et je vous le dis sincèrement du fond du cœur. Ce programme que la CNSA a apporté avec vous, je l'ai indiqué, a été donc bien soutenu. Il s'inscrit dans un effort en faveur des aidants initié très tôt dans l'histoire de la Caisse, dès 2007, dans le prolongement de la conférence de la famille en 2006, qui s'était penchée sur la solidarité entre les générations, en soulignant le rôle des aidants. La CNSA a initié un programme de soutien par appel à projet, d'expérimentation d'une offre territorialisée et diversifiée d'accompagnement des aidants familiaux. Cette mission, elle n'a cessé de croître au fil des avancées législatives. La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire du 21 juillet 2009 est venue une première fois consolider cette mission en permettant à la CNSA de financer des dépenses de formation des aidants familiaux. La loi du 28 décembre 2015 portant sur l'adaptation de la société au vieillissement a renforcé le cadre d'intervention de la CNSA, à laquelle est confiée notamment une mission d'appui aux conférences des financeurs qui sont chargées de définir localement une stratégie commune dédiée aux proches aidants de personnes âgées. Elle étend également les possibilités de cofinancement au-delà des actions de formation aux actions d'accompagnement des aidants, de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, qu'il s'agisse d'actions collectives, de soutien moral et ou social et d'information. La politique de contractualisation mise en place par la Caisse est organisée avec 2 principales catégories de partenaires, les départements et les associations nationales aux aidants, et les conventions permettent ainsi d'assurer le financement d'actions permettant aux aidants d'accéder gratuitement à des programmes de formation non professionnels dont l'objet est de les aider. De les aider en quoi? À réfléchir à leur rôle d'aidant, comment mieux se positionner dans ce rôle et préserver ainsi la qualité de la relation avec les proches, mieux connaître la maladie ou le handicap affectant leurs proches, ses conséquences sur leur vie quotidienne et pouvoir s'y adapter.
Les programmes inscrits dans les 17 accords cadres conclus entre 2009 et 2017 entre la CNSA et les associations bénéficient d'un soutien financier de 18 millions d'euros. Ils prévoient notamment des actions de formation avec un objectif global de 92 000 aidants formés. Ces derniers chiffres manifestent bien l'importance considérable des aidants auprès de leurs proches et la nécessité d'aider ceux qui aident, comme le propose le thème de votre colloque. Il rejoint un objectif de ma feuille de route que je porte conjointement avec Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. La société inclusive ne peut se penser sans les aidants. Tous ces proches qui soutiennent, accompagnent les projets de vie en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Nous devons être extrêmement vigilants à ce que l'inclusion ne se fasse pas au détriment de l'équilibre de vie des aidants, qu'elle ne soit pas synonyme d'accompagnement insuffisant que les aidants seraient amenés à pallier, qu'on ne fragilise pas davantage les familles. Nous avons aujourd'hui un système encore trop souvent binaire. Il y a ceux qui sont accueillis dans les établissements, leur parcours est plutôt sécurisé, mais il se déroule souvent à part. Et il y a ceux qui font le choix, plus ou moins volontaire, de vivre de manière autonome ou avec leurs proches en milieu ordinaire. Et le parcours de ces familles est souvent un véritable parcours de combattants. Nous devons donc transformer en profondeur notre système d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et nous bénéficions en ce sens d'une chance, c'est qu'il s'agit d'un objectif absolument partagé, réaffirmé dans le cadre du tout récent comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 20 septembre à Matignon et qu'a présidé le Premier ministre Édouard Philippe. Sa mise en œuvre s'appuie sur de nombreux chantiers visant à rénover les outils d'organisation de l'offre médico-sociale et les pratiques de coopération sur les territoires. L'enjeu est clair, sortir de nos silos, penser territoire et coopération. Au-delà de ces chantiers, une certitude. 9 millions de nos concitoyens donnent énormément de leur temps et de leur énergie pour prendre soin d'un proche dépendant à domicile en raison de sa maladie ou de son âge. Nous avons la responsabilité collective de reconnaître et valoriser ce rôle, tout en les soutenant dans cette mission si exigeante. De nombreuses initiatives existent, mais notre objectif est de sortir de la logique d'action et initiatives isolées pour avoir une véritable politique publique en direction des aidants, des personnes en situation de handicap. La stratégie nationale pour les aidants a été définie l'année dernière. Elle pose un cadre. Il faut désormais la rendre opérationnelle et nous avons défini nos priorités d'action. La première, reconnaître les proches aidants comme acteurs de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, valoriser leur savoir-faire et leurs compétences. Il doit y avoir une véritable alliance entre les professionnels, les personnes handicapées et leurs proches. C'est d'ailleurs un des axes forts de la démarche « Réponse accompagnée pour tous » qui vise le développement de l'expertise d'usage dans la formation des professionnels. Cependant, la valorisation du rôle et des compétences des aidants ne doit pas conduire à une charge plus lourde qui pèserait sur eux. C'est pour cela qu'on doit agir sur d'autres fronts. D'abord, faciliter la vie des aidants. Cela passe par le développement des dispositifs de soutien adaptés au quotidien. Cela passe aussi par des actions de formation à leur destination et la création d'espaces d'entraide et de pair-émulation. L'ensemble du programme évoqué à ce jour est ainsi particulièrement exemplaire et doit pouvoir être modélisé pour continuer d'être décliné. Je pense aussi au forfait accompagnement parental mis en place dans le cadre du dernier avenant conventionnel entre la Caisse d'assurance maladie et les orthophonistes. Je sais que vous l'avez accueilli avec beaucoup de satisfaction en ce qu'il doit permettre de renforcer à la fois l'action d'éducation thérapeutique et de libérer du temps pour les soins. Cela passe encore par la simplification des démarches quotidiennes liées au handicap, car les aidants sont souvent mis à contribution pour remplir d'interminables dossiers et formulaires. Nous avons l'ambition de simplifier considérablement les démarches liées au handicap, notamment en tirant le profit du numérique. C'est ainsi qu'en lien avec le déploiement du système d'information commun des MDPH, qui est ma priorité, un service de demande en ligne sera disponible et progressivement déployé sur les territoires. Enfin, il est essentiel, alors que moins de la moitié des aidants sont en activité du fait de la lourdeur de la charge qui leur incombe, de leur permettre de mieux concilier ce rôle de soutien avec une activité professionnelle. C'est la raison pour laquelle nous venons de confier avec Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud une mission à Dominique Gillot, présidente du CNCPH, sur ce thème. Nous le savons tous ici, le handicap est d'abord une histoire individuelle qui bouleverse le cours d'une vie, d'une fratrie, d'une famille. C'est particulièrement vrai
pour les personnes aphasiques qui ont fait l'expérience d'un bouleversement radical de leur vie provoqué par un AVC. Votre action témoigne de ce que ce bouleversement met en mouvement chez les personnes concernées et leurs aidants. Ce colloque doit aider ce mouvement à se poursuivre, à se prolonger. Je serai vraiment attentive aux pistes de réflexion qu'il vous permettra de partager et vous souhaite bien sûr de très fructueux et bons travaux. Je vous remercie. Donc merci Madame la Ministre. Je ne sais pas si vous restez un peu avec nous ou pas. Je suis là en fait. J'ai 10 minutes. D'accord, donc vous allez assister au début de l'intervention, de la première intervention. Oui, ou je peux aussi prendre quelques échanges, questions, si vous voulez, en 10 minutes. Même si je ne peux pas répondre, pouvoir vous entendre, je pense que c'est pour moi le plus important. Alors à ce moment-là, j'ouvre les questions, il y en a. On peut peut-être se mettre là. Par contre, je n'ai pas de stylo. Oui. Bonjour. Voilà, je suis mariée à enfin, mon mari vient d'être victime d'un AVC suite à une intervention chirurgicale. Cet AVC, maintenant, on diagnostique une hémiplégie et une aphasie. Juste pour témoigner, à l'hôpital où il était, en service en soins intensifs et suivi des soins neurologiques, autant j'ai eu une approche, enfin un accompagnement avec l'orthophoniste, autant le neurologue était absent. J'avoue que c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Les spécialistes, en l'occurrence, étaient inexistants. Les internes passaient en courant, j'ai été complètement isolée, sans parler de mon mari évidemment, et je l'ai très 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 mal vécu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Franchement, et j'en suis à mon... ça s'est passé à Curie, j'étais à Saint-Joseph, après il était à Saint-Joseph. Aujourd'hui, il est au Vésiné, en rééducation. Et vraiment, c'est mon ressenti principal, c'est les spécialistes, la formation des spécialistes. En termes de communication, c'est effroyable. J'ai passé par un long parcours très difficile. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Un autre témoignage ? Ou une question ? Juste pour compléter, je ne pensais pas intervenir, mais je suis orthophoniste dans une unité de soins intensifs neurovasculaires. Et il faut prendre conscience également, parce que vous dites que ça a été votre seul interlocuteur, ce sont des postes qui sont en train de se vider totalement, vous le savez. Donc il y a une fragilité également de nos propres missions dans ce type de service et d'autres. Mais bon, aujourd'hui, on est autour de l'aphasie. Et je voudrais également défendre donc, mes collègues kinésithérapeutes, puisqu'on est tous dans le même cas. C'est très compliqué, vous avez raison. Les médecins ne sont pas toujours disponibles pour différentes raisons, mais nous sommes de plus en plus absents également de ces services-là, hélas. Bonjour, Christine Larocque. Je suis orthophoniste en rééducation neurologique. Je travaille depuis 35 ans avec des patients aphasiques. Je voulais insister sur le fait que le suivi de patients lourds, c'est-à-dire de patients qui récupèrent mal de leur aphasie, doit être absolument pris en charge sur du très long terme. C'est aussi un accompagnement spécifique des orthophonistes de pouvoir comprendre cette pensée d'outre-mot, telle qu'on peut la définir. Et il y a aussi un gros travail à faire là, au niveau du nombre d'orthophonistes qui sont nécessaires pour pouvoir accompagner sur parfois des 10 ans, 15 ans, 20 ans. On reste un petit peu ceux qui connaissent profondément l'aphasie et qui peuvent soutenir, aider encore ces familles. Et d'autre part, il faut encore avancer sur le numérique, comme vous dites, pour pouvoir avoir des programmes de mieux en mieux faits pour permettre à des patients privés de langage, aphasiques totalement, de pouvoir communiquer. Oui, bonjour. Votre intervention a repris... je suis là. Oui, vous présentez. Blandine Orellana, je suis orthophoniste et surtout formatrice sur le territoire national dans les EHPAD des hôpitaux.
Votre intervention donc, a repris un certain nombre de points que M. Deguel avait cités avant votre arrivée. Notamment, il avait cité le plan maladie neurodégénérative. Je voudrais vous poser la question, l'AVC ne fait pas partie de ce plan, et qu'en est-il du plan AVC, puisqu'il y en avait un en 2010-2014. Donc, quid des suites de ce plan, notamment qui relevait un certain nombre de points faibles, comme l'accompagnement, justement, et les structures de répit, etc. Et la deuxième question, c'était, vous parlez de plans d'action, de dispositifs de soutien des aidants au quotidien, de simplification des démarches MDPH. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consisteront ces dispositifs de soutien, ces simplifications, etc. Voilà, merci bien. Alors peut-être pour répondre de façon plus globale, je pense en effet que le suivi du spécialiste de rééducation, que l'orthophonie est très importante à garder au long cours. En effet, hein, c'est vraiment le lien entre la personne et son rééducateur qu'il faut qu'on privilégie dans la durée. Ça, c'est très très important. Par rapport au plan, il y a continuité de toute façon dans les actions qui ont été décidées, hein, puisque ça fait partie du long cours. Il n'y aura pas de plan spécifique de nouveaux qui vont être créés. En revanche, une continuité sur les actions qui étaient lancées et qui étaient en cours. Sur les dispositifs et la simplification, je vous dirais que c'est en cours, donc je ne vais pas vous délivrer ce qui va être fait. Le but, en tout cas, au niveau des évaluations des personnes, notamment les évaluations au sein des MDPH, c'est de pouvoir s'appuyer vraiment sur peut-être une externalisation des évaluations quand c'est possible. Quand sur le territoire, il existe des professionnels, il existe des plateaux techniques qui sont reconnus, il faut qu'on puisse faire beaucoup plus appel à eux pour désengorger justement les délais d'évaluation au sein des MDPH. Donc c'est le travail en réseau, c'est ce qu'on veut créer justement aussi avec Jacques Mézard sur la cohésion des territoires, c'est de pouvoir avoir des points d'accueil, des points relais de MDPH au sein par exemple des maisons, des politiques de la ville, rapprocher de proximité les réponses aux personnes, simplifier, rallonger les délais, simplifier les évaluations, surtout rétablir la confiance, partir des besoins et de l'expertise de la personne sur ses besoins aussi de compensation. Je pense qu'il faut qu'on donne beaucoup plus la place à la parole, de la parole à la personne, experte sur son mode de fonctionnement, qu'on travaille sur cette pérémulation, ça c'est très important, mais qu'on travaille surtout sur la reconnaissance de l'expertise de la personne, sur l'évaluation de ses propres besoins. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on rétablisse la confiance entre les équipes d'évaluation, les équipes pluridisciplinaires et la personne. Donc on a tout un travail. Ceci étant dit, on donne priorité aux MDPH aujourd'hui sur le déploiement de leur système d'information commun. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans l'année 2018. Les procédures de simplification d'évaluation, ça va être en cours, mais ça aura un impact en 2019. On ne peut pas faire tous les chantiers en même temps. Là, nous avons décidé de prioriser l'informatisation des MDPH avec le déploiement du système d'information commun. Aujourd'hui, il y a 3 éditeurs informatiques qui couvrent l'ensemble des MDPH. Début 2018, toutes les MDPH seront embarquées dans le déploiement et j'ai demandé justement à la CNSA, qui pilote ce chantier, d'accélérer le déploiement du système d'information, car il faut savoir qu'on pilote à vue la politique du handicap. On n'a aucune remontée d'informations commune, on n'a pas de compilation des données, on ne sait pas où sont les places vacantes, on ne sait pas quels sont les besoins au niveau national. Donc on ne peut pas piloter correctement une politique du handicap si on n'a pas une vision nationale. Donc la priorité 2018, début 2019, c'est vraiment que les MDPH s'emparent de leur système d'information, se mettent à niveau et qu'on puisse enfin avoir une politique, une vision globale qui nous permettra de pouvoir mieux piloter et de mieux répondre aux besoins des personnes. Car il n'y a que ça qui m'anime, c'est répondre aux besoins des personnes en partant de leur expertise. Donc je compte beaucoup sur les associations pour pouvoir faire travailler avec les personnes l'expression de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs projets de vie. Mais ce n'est pas un terme vague, le projet de vie, c'est vraiment d'écrire au quotidien quelle est ma vie, quels sont mes besoins, et qu'on puisse beaucoup plus s'appuyer en confiance sur ce document du projet de vie qu'il nous faut vraiment travailler avec les associations. Donc voilà un petit peu la politique que l'on est en train de déployer, mais on ne peut pas faire tout en même temps. Et les services informatiques sont une priorité, parce qu'on ne peut plus, depuis la loi de 2005, naviguer à vue sur une politique nationale du handicap telle que l'on fait encore aujourd'hui.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais au niveau des plans, on vous répondra plus précisément. Hein. Je demanderai Virginie Magnan, ma directrice de cabinet, que je ne vous ai pas présentée, et là, ici présente. Voilà, donc en charge justement de piloter tout l'organisation hein, des différents plans et des différentes mesures qui étaient de toute façon prévues dans les différents CIH. Il y a une rupture complète, une absence totale de rupture, je veux dire, sur la continuité. Hein. Donc nous poursuivons les travaux qui étaient en cours, il n'y a pas de problème là-dessus. On ne remet pas du tout en cause tous les travaux qui étaient en cours. Voilà. Les consultations post-AVC qui sont en place depuis à peu près 2 ans dans les services hospitaliers, les consultations post-AVC qui sont une obligation de l'ARS, qui sont donc en place maintenant dans nos structures, sont extrêmement importantes pour le suivi des patients à 3-6 mois, permettent de refaire le point également sur la prise en charge telle qu'elle est faite, alors pas à long terme de l'AVC, mais la phase aiguë, on sait qu'après, il y a souvent un vide sorti de la rééducation des maisons des MPR. Et ces consultations sont très très précieuses. Donc je pense que c'est une remontée d'informations par les ARS qui doivent être extrêmement importantes pour vous et qui, au niveau national, devraient quand même se faire. C'est en place, nous, à Sainte-Anne, depuis 2 ans. Donc j'imagine que maintenant, tous les hôpitaux sont dotés, enfin toutes les unités de soins intensifs sont dotées de ce type de consultations. Et les informations qu'on a de ces consultations sont très précieuses. Et il y a un des médecins qui rassemble chez nous ces informations qui sont montées à l'ARS. Donc ça doit être des données qui doivent pouvoir être traitées. Parce que la MDPH, je ne sais pas exactement ce qu'elle traite au niveau des AVC. Je ne saurais pas vous répondre à l'instant T, mais on va regarder. Franchement, on interrogera les ARS. Je ne sais pas où ça en est. Je ne vais pas vous répondre quelque chose sur lequel je n'ai pas d'informations, mais j'en prends note, en tout cas, comme source d'information justement très complète. Hein, d'accord. On prend une dernière Allez, petite question. Bonjour, Dominique Révillon, je suis aidante. Et c'est juste une réflexion, ce n'est pas une question. Ça fait 17 ans que je suis aidante voilà, mon mari a fait un AVC, hémiplégique, aphasique. Il était médecin, j'étais médecin aussi. C'est juste pour dire, j'ai fait la formation des aidants. On fait le tour de table et à la fin, la personne, le psychologue nous dit, vous avez remarqué, vous ne parlez pas de vous, vous ne parlez uniquement que de la personne que vous aidez. C'est juste la réflexion, comment aider les proches aidants. Les aidants ont vraiment besoin d'être aidés. Il y a 9 millions d'aidants, je crois, et il y a un chiffre faramineux, je crois que c'est 40% d'aidants qui décèdent avant les personnes qu'ils aident. Et là, je crois qu'il y a un vrai besoin. Vous avez tout à fait raison, madame. J'étais à Lyon il y a 10 jours pour le lancement d'une nouvelle maison de répit portée par la Fondation France Répit. Et la ville de Lyon veut être métropole aidante. Donc elle va mettre par exemple en réseau tous les cafés qui existent, parce qu'il en existe, il y a énormément d'expérimentations, d'innovations qui sont là, avec un programme justement de plateforme pour réunir toutes ces informations. Parce que je pense que ce qui manque, c'est, ce qui est criant, c'est l'isolement des aidants. Alors vous avez cité tout à l'heure le numérique. Encore faut-il pouvoir être justement au point avec le numérique. Donc l'idée de Lyon, c'est d'avoir pris conscience, de la ville de Lyon, qu'au niveau d'un réseau, il fallait vraiment se connecter tous ensemble. Donc elle va lancer son grand programme de métropole aidante et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on puisse en tirer une expérience pour pouvoir justement le déployer. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de cesser d'être dans l'innovation et que les gens refassent la roue à chaque fois. Il faut absolument qu'on puisse essaimer les bonnes pratiques, qu'on puisse embarquer sur l'ensemble du territoire, enfin en France, l'ensemble de ces bonnes pratiques qui existent. Donc comptez sur moi pour mettre à disposition les informations justement de ce type, qui peuvent être une réponse aussi à l'isolement de l'aidant sous différentes formes, café, réseau, maillage informatique, etc. Mais il faut qu'on puisse mutualiser toutes ces ressources qui existent pour faire sortir l'aidant de l'isolement. Voilà, vous pouvez compter sur moi là-dessus. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite des bons travaux. Je ne manquerai pas d'en être informé par Dominique, vraiment qui nous accompagne là-dessus. Merci beaucoup. Au revoir. Donc merci Madame Cluzel d'avoir participé à notre colloque, d'avoir porté la voix du gouvernement.